Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et impuissant. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Un peu stressée aussi, parce que c'est un épisode de podcast qui va me demander d'être vulnérable, d'être authentique, et c'est toujours un peu stressant en vrai, de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas, mais qui eux ont l'impression de nous connaître à travers un écran, derrière un micro, et c'est quand même un épisode de podcast qui me tient vachement à cœur. C'est vrai que j'ai eu pas mal de discussions ces derniers temps, que ce soit avec des clientes ou que ce soit en interview de podcast. Je repense à une discussion que j'ai eue avec une cliente encore hier matin dans le cadre d'un live de mentoring de la She-Leads Academy. Et puis la même conversation à peu près l'après-midi que j'ai eue pendant une interview de podcast pour le podcast de Karine Ruel qui sortira au mois de février. Et en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup revenu. C'est que sur les réseaux sociaux, on a plutôt tendance à partager les highlights, à partager les choses positives qu'on a réussi à manifester, toutes nos réussites. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir des gens qui galèrent, de voir des gens qui doutent, de voir des gens qui essuient des échecs. Et c'est vrai que je trouve que ça peut apporter beaucoup de mal-être pour d'autres personnes en fait qui vivent pas forcément toutes ces victoires ou qui plus modérément en fait oui vivent des victoires mais ont aussi des périodes compliquées au cours d'une année. Et en fin 2024, là, avec toutes les posts qu'on voit passer en mode rétrospective de 2024, voilà ce qu'il y avait sur mon vision board, voilà ma réalité de rêve, etc. Bien en fait, ouais, c'est la réalité, c'est une partie de la réalité, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Je pense par le fait qu'on est un peu pudique, par peur du jugement, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur d'être moqué peut-être aussi. Sauf qu'en fait, je trouve ça hyper important. Je sais pas vous, mais moi, ce qui m'inspire le plus, c'est pas la vie parfaite de quelqu'un. Au contraire, c'est comment la personne va se comporter quand elle va faire face à des challenges, quand elle va galérer, quand elle va avoir des doutes. Je trouve que c'est ça qui nous fait grandir et moi c'est ça qui m'inspire. C'est vraiment l'humain sous toutes ses facettes, sous toutes ses couleurs, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure d'une année. Et du coup j'avais envie de vous enregistrer un épisode de podcast dans cette idée-là, de vous partager tout ce que je ne vous ai pas partagé en 2024. Parce que peut-être que j'ai eu peur, parce que peut-être que j'ai douté, parce que peut-être que j'ai eu peur d'être jugée, eu peur que ça m'enlève aussi une certaine légitimité dans l'expertise que j'ai. Et ça encore, je trouve que c'est quelque chose qui est terrible, la tendance qu'on a à associer la légitimité de quelqu'un à son résultat, à son nombre d'abonnés. J'en parlais justement avec Karine tout à l'heure pendant l'interview de podcast et en fait on se disait c'est terrible parce que on va accorder plus de confiance par exemple à une naturopathe qui a une plus grande communauté sur les réseaux sociaux et on sait rien de son expertise à cette personne plutôt qu'à par exemple une naturopathe qui a beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus d'expérience que cette première personne mais qui a une communauté qui est moindre. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on passe à côté de plein de choses. Et je veux simplement vous rappeler que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est juste une vitrine de la vie de quelqu'un. Et dans cette vitrine, cette personne décide d'y mettre ce qu'elle a envie d'y mettre. Et je sais qu'on a tendance aussi à se comparer beaucoup sur les réseaux sociaux, à regarder les résultats de quelqu'un, la vie de rêve de quelqu'un d'autre. Et bien que ça puisse être hyper inspirant, ça peut aussi devenir hyper toxique. Parce qu'encore une fois, on se compare à quelque chose qui n'est pas du tout comparable. On n'a pas du tout les mêmes histoires de vie, les mêmes parcours de vie, les mêmes circonstances aussi.
dans lesquels on va vivre. Et en fait, ça sert à rien de... Je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça sert à rien de se comparer à justement une image qu'on décide de vous montrer qui fait pas partie de la totalité de la personne. Je peux vous donner un autre exemple, et je pense que vous en êtes conscient aussi en m'écoutant, mais admettons, prenons l'exemple de quelqu'un qui fait un gros chiffre d'affaires mensuel, admettons, je sais pas, quelqu'un qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, grâce à son entreprise. Cette personne, bien qu'elle va nous partager « ouais, j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est juste énorme, etc. » Le chiffre d'affaires généré est incroyable, on est d'accord, 100 000 € c'est incroyable et ça demande un effort, j'enlève pas là du tout l'effort, l'expertise, le travail et tout que ça demande, ça je trouve ça hyper inspirant. Par contre, vous savez pas ce qui se cache derrière. Vous savez pas quel est l'état mental de cette personne, quel est son état physique aussi. J'ai dû m'arrêter en plein enregistrement parce que ça fait partie d'une des choses dont je n'ai pas trop parlé en 2024. Mais je viens de me faire interrompre en plein enregistrement de podcast. On adore. Donc je sais même plus où est-ce que j'en étais. Mais je crois que ce que j'avais envie de vous dire, c'était que j'avais envie d'enregistrer cet épisode de podcast justement pour vous partager tout ce que je vous ai pas partagé en 2024. Parce que justement, j'ai envie que quand vous arriviez sur mon compte, quand vous écoutiez ce podcast, vous vous y sentiez bien. Et pour moi, on se sent pas bien dans un environnement qui est faux. Alors attention, je dis pas que j'ai été fausse jusque-là ou quoi que ce soit. Je dis juste que je pense que vous le savez depuis tout ce temps que vous m'écoutez. Il y a quelque chose qui m'est très important, c'est le fait d'être authentique, le fait d'être vulnérable, de faire tomber les masques aussi. Après, je l'entends aussi, il y a certaines choses que je partagerai pas parce que c'est des choses qui sont intimes, qui touchent pas que moi. Mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on partage pas juste parce que c'est notre ego qui a peur. Et je trouve ça hyper dommage. Parce que je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, qu'on met un peu du mal-être sur les autres. Et moi, j'ai pas envie qu'on m'idolâtre, qu'on idéalise ma vie. Parce que ma vie, bien qu'elle soit très cool, attention, je me plains pas de quoi que ce soit. Genre, mon business va très bien, j'ai une vie de fou, j'ai un mari de fou, je suis très bien entourée. C'est pas pour me plaindre, mais c'est simplement pour vous montrer que j'ai pas une vie parfaite. En fait, j'ai une vie comme tout le monde. Et moi, je trouve que c'est ça inspirant. Et moi, je trouve que c'est ça qui est inspirant, justement. Du coup, je me suis noté 5 points, 5 choses que je vous ai pas partagées en 2024. Et attention, je fais une petite aparté là, parce que c'est pas moi qui ai inventé ce concept. Il y a une Australienne, une coach en prise de parole en public qui s'appelle Annelise. Sur Instagram, elle s'appelle Her Speaking Coach. Et c'est elle que j'ai vu faire ça en premier. Elle a fait un live sur Instagram, justement, dans lequel... qu'elle a intitulé The Shit I Don't Share. Et du coup, en gros, c'est tous les trucs de merde qui lui sont arrivés en 2024 et qu'elle a pas partagé, en fait. Parce qu'encore une fois, souvent, on préfère partager le beau. Et puis, après, je pense qu'il y a quelque chose de hyper légitime aussi, qui est que quand on est en train de traverser une phase qui est un peu compliquée, on n'a pas trop envie de partager pendant qu'on est en plein milieu de cette phase, parce que moi, en tout cas, par exemple, j'aime bien partager un peu après, quand j'ai un peu tiré des leçons. Mais c'est sûr que quand je suis en train de pleurer au fond de mon lit comme une merde et que j'ai envie de tout envoyer chier, je pense pas que c'est là où j'ai le plus de choses à vous apporter. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une super belle initiative. Et plutôt que vous partagez tous les trucs que j'ai manifestés en 2024, il y en a beaucoup. J'avais envie de changer un peu de registre et de vous partager justement les choses que je ne vous ai pas partagées en 2024. Et je me suis noté des trucs sur mon journal intime pour ne rien oublier. Le premier point que j'ai noté, et ça va reprendre un petit peu ce que j'étais en train de dire avec le fait que je viens de me faire couper en plein enregistrement de podcast, c'est que... et attention, là, je fais pas la... je me plains pas quoi que ce soit, j'en suis hyper consciente de la chance que j'ai d'avoir un business aussi chouette, des clientes aussi chouettes, de pouvoir vivre de ce business, de pouvoir voyager partout dans le monde et tout ça.
Mais c'est vrai que pour celles qui peut-être me découvrent et qui sont pas au courant, ça fait 3 ans qu'on est nomade avec mon mari et qu'en fait on passe 8 mois de l'année entre Bali et l'Australie. Et quand on rentre en France, on n'a pas de chez nous. Donc on se retrouve à loger chez des proches, chez de la famille. Et en fait, ça a été hyper compliqué en 2024. Là, vous voyez peut-être, je suis dans un environnement qui ne me ressemble pas du tout non plus. Donc ça fait partie d'un de ces challenges-là. Mais pour reprendre vraiment du début et résumer, c'est vrai que à chaque fois qu'on rentre en France, c'est une période qui est hyper compliquée pour moi, pour notre couple. Le fait de ne pas avoir de chez nous, de se retrouver chez d'autres personnes, de ne pas avoir d'intimité, d'être tout le temps entouré d'autres gens, d'être chez les autres, et donc il faut respecter aussi les règles de vie des autres, partager ses repas avec d'autres personnes. Donc c'est temps à deux qu'on peut partager au cours d'un repas pour avoir une conversation, une discussion privée de couple, enfin normal. Mais en fait, ça, quand on est en France, c'est vrai qu'on l'a plus trop. Donc la communication devient compliquée. On perd un peu patience quand il y a une embrouille toute bête, ou même pour quelque chose de très bête. C'est vrai que ça va être plus compliqué d'apaiser les tensions, parce que c'est plus compliqué de communiquer, en fait, tout simplement. T'es chez les autres, faut pas parler trop fort, parce que t'as pas envie que tout le monde entende non plus ce que t'as à dire. Franchement, ça a été hyper challengeant. Un autre exemple, rien que pour le business. En ce moment, je suis chez mes grands-parents. C'est vrai que la décoration ne me ressemble pas du tout. Je suis dans un petit village de montagne paumé dans le fin fond de la France. Et c'est vrai que quand je suis ici, ma créativité, elle est pas là, quoi. Et que j'essaie d'enregistrer du contenu dans un environnement qui me ressemble pas. Et c'est compliqué, en fait, parce que j'aime le beau, j'aime quand mon contenu est joli, quand c'est bien présenté, etc. En fait, je me retrouve dans un environnement dans lequel je ne me retrouve pas, je suis pas chez moi, ça me ressemble pas. Et du coup, ça me bloque, pareil, dans ma créativité. Pareil, t'es chez les autres. Donc là, par exemple, je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, je me suis déjà fait couper 3 fois parce qu'on vient toquer à la porte, parce que ceci, parce que cela. Donc c'est pareil, c'est dur, en fait, de travailler dans ces conditions-là. C'est dur aussi de passer d'une vie à Bali de fou avec mes potes, avec mes routines, d'aller au sport tous les matins, d'aller à la danse tous les soirs. Et là, tu rentres en France, en fait. Mais je pense que pour n'importe qui a déjà voyagé en long terme à l'étranger, en fait, quand tu reviens, peut-être que c'est différent pour tout le monde. En tout cas, moi, je l'ai toujours hyper mal vécu. Et les 2 dernières années, franchement, j'étais hyper déprimée à chaque fois que je rentrais en France. Et j'en ai un petit peu parlé, mais pas trop non plus. Je sais même pas pourquoi, franchement, parce que j'ai même pas de honte à partager ça. C'est vrai que j'en ai un petit peu parlé, mais après, c'est vrai que quand t'habites chez les autres, t'as pas envie de mêler un peu les autres à ta tristesse et à communiquer autour de ça, tu vois. Donc, je pense que je me suis un peu abstenue, mais c'est vrai que l'année dernière, en début d'année, je crois que j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais encaisser en termes d'habiter chez les autres. Donc voilà, je viens encore de me faire couper, donc je sais même plus où j'en étais. Je vous jure, genre, ça me fatigue. Ça me fatigue. J'en rigole, mais ça me fatigue tellement. Non, je crois que je vous disais que en début 2024, janvier, ça faisait déjà 4 mois que j'étais rentrée en France, et je crois que j'en pouvais plus, en fait. J'ai craqué, je faisais que pleurer quasiment tous les jours, je broyais du noir, j'ai foiré un lancement, je vous en avais parlé, je crois, d'un coaching de groupe, là où j'ai eu un résultat un nombre d'inscrits qui m'a vachement fait du mal. Mais je sais que c'est parce que j'étais pas bien, j'avais un système nerveux qui était pas du tout apaisé. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai décidé de partir à Bali toute seule, parce qu'en fait je me suis dit, si j'attends Étienne, parce que lui il avait des impératifs en France, je me suis dit, si j'attends Étienne, je vais péter un plomb, en fait, et c'est pas le but. Donc j'ai décidé de partir toute seule, ce qui m'a fait le plus grand bien. Mais du coup en 2024, quand je suis arrivée à Bali, je me suis un peu coupée de tout le monde en France. J'ai plus eu envie qu'on m'envoie des messages, qu'on s'immisce dans ma vie, et du coup en fait j'ai vraiment eu du mal à entretenir un lien avec mes proches en France, parce que j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille. J'avais eu l'impression d'avoir passé 5 mois juste horribles en France, dans l'environnement des autres, à pas avoir d'intimité et tout ça.
quelque chose qui est hyper important pour moi en plus, que là je suis arrivée à Bali en fait et je me suis dit là je peux plus, genre là je dois profiter de l'instant présent, de là où je suis, des gens avec qui je suis, et du coup je me suis un peu coupée. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de culpabilité parce qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément bien pris, mais c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et là c'est vrai qu'on est de retour en France depuis 2 mois et demi. Je l'appréhende beaucoup mieux que les dernières fois parce que je pense que j'ai aussi rajouté des cordes à mon arc qui me permettent d'avancer de manière différente aussi, d'accepter qu'il y a des choses que je peux pas contrôler, et de lâcher prise sur ces choses-là, de me rendre compte qu'il y a des paramètres que je peux contrôler et donc essayer d'agir sur ces choses-là. Et j'ai commencé une thérapie aussi là à mon retour en France parce que je savais que ça allait grandement m'aider et c'est le cas. Donc pareil, ça a été d'aller chercher de l'aide. J'en ai pas forcément parlé non plus, mais parce qu'en soi, j'ai une vie de fou et juste de se plaindre le fait d'être en France, d'être dans cette situation, en fait, c'est aussi nous qui l'avons choisi. Le fait est que ça devient compliqué et là, je crois que pareil, là, on est fin 2024 et là, je crois qu'avec Étienne, mon mari, on a atteint la limite et c'est pour ça qu'on a pris une décision qui va changer notre mode de fonctionnement en 2025 pour le meilleur, pour qu'on se retrouve plus dans cette situation quand on est en France. Je vous en parlerai prochainement. Mais ça va modifier un petit peu notre organisation, mais ça va être pour le mieux, parce que là, l'équilibre qu'on avait, c'était plus possible. Et j'ai pas envie, à chaque fois que je suis en France, ça impacte négativement mon business, ça impacte négativement notre couple aussi. Et c'est pas le but. Donc en 2025, les choses vont changer et j'ai vraiment hâte, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément partagé. Et pourtant, le mal-être et le désespoir étaient bien là. Et en plus, ça a impacté négativement mon business. Donc, ça a aussi un impact hyper concret sur ma qualité de vie derrière aussi, forcément. Donc, c'est quelque chose qui est pas simple. Le deuxième point que je me suis noté et que j'ai pas partagé, c'est que cette année, mon chiffre d'affaires a été plus bas que le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et en fait, ça m'a beaucoup perturbée pendant cette année, c'est haut et c'est bas dans mon chiffre d'affaires. Vraiment ma santé mentale a beaucoup dépendu de mon résultat en termes de chiffre d'affaires généré, parce que je trouve ça horrible en plus. Je trouve qu'il y a rien de pire, et que j'ai jamais été comme ça. Sauf que depuis que j'ai changé de cible et que je m'adresse aux entrepreneurs, j'ai eu l'impression d'avoir d'avoir trop lié ma valeur en tant que coach business pour les entrepreneurs au chiffre d'affaires que je génère. Sauf qu'en fait, j'en parlais justement avec ma psychologue qui me disait que en fait, mon chiffre d'affaires de cette année, il n'est pas comparable à celui de l'année dernière parce que tout simplement, l'année dernière, j'avais pas la même activité. C'était un business complètement différent, un écosystème d'offres complètement différent, une cible complètement différente. Et donc, cette année, j'ai dû reconstruire mon business de zéro. Donc, c'est pas du tout comparable. Sauf que j'ai fait que ça, en fait. Comparer cette année et me miner le moral à me dire t'es qu'une merde et pourquoi t'accompagnes des entrepreneurs qui veulent faire un certain chiffre d'affaires alors que toi, ton chiffre d'affaires, il est moins bien que celui de l'année dernière. T'atteins pas tes objectifs, etc. Enfin, franchement, j'ai eu un narratif interne qui était juste catastrophique. Et chaque mois, dès que je faisais un mauvais chiffre d'affaires, je m'entends, hein, quand je dis mauvais chiffre d'affaires, c'est pas non plus catastrophique, mais je sais pas, moi, ça m'impactait en tout cas. Et parce que j'avais l'impression qu'on m'enlevait une certaine sécurité. C'est vrai que l'argent, c'est très lié aux besoins primaires. L'argent, ça nous permet d'avoir un toit sur notre tête, de pouvoir se payer de la nourriture. Enfin, ça nous permet de vivre, de survivre dans ce monde. Et c'est vrai que de voir le chiffre d'affaires qui a baissé, en fait, ça m'a mis un petit peu un élan de panique, de me dire « Oulala, attention, tu es en danger », alors que vraiment pas. Mais c'est la réaction que j'ai eue, et du coup, à chaque mois où j'avais un chiffre d'affaires qui était un peu moins bien, mon moral flanchait, mon estime de moi flanchait, ma confiance en moi flanchait. Et ça, pareil, c'est quelque chose dont j'ai pas du tout parlé, parce que je me suis dit, franchement, il n'y a rien d'inspirant à dire que ton chiffre d'affaires de cette année, il est moins important que celui de l'année dernière. On va te prendre pour une pauvre merde et on va te dire, qu'est-ce que tu fais à vouloir coacher des entrepreneurs alors que ton chiffre d'affaires, il est plus merdique que l'année dernière. Donc je suis hyper honnête avec vous, c'est hyper challengeant de vous partager tout ça, je vous avoue. Mais je trouve que c'est important de le faire parce qu'en vrai, je suis humaine et j'ai aussi ces passages-là.
Et voilà quoi. Je sais pas quoi rajouter de plus, mais c'est les pensées que j'ai eues cette année et que j'ai pas forcément partagées non plus parce que j'en avais un peu honte. Le troisième point que j'ai noté, c'est la comparaison et la légitimité, justement, ça reprend un petit peu l'autre point. Mais c'est vrai que cette année, j'ai eu tendance à pas mal me comparer à des entrepreneurs, un petit peu dans le même secteur que moi, en fait, et à me diminuer en me disant, mais ils sont beaucoup plus avancés que moi, justement, par rapport à mon chiffre d'affaires aussi, je suis une imposteur, ce genre de truc. Je me suis fait inviter récemment, et ça va arriver en janvier. J'en ai pas encore parlé parce que j'ai pas encore le droit d'en parler de qui l'organisait tout ça, mais j'ai été invitée pour participer à un sommet d'entrepreneurs. Et en fait, quand j'ai vu la liste des entrepreneurs qui participent à ce sommet, je me suis dit, mais pourquoi moi, genre pourquoi est-ce que j'ai été invitée au milieu de tous ces entrepreneurs de renommée qui sont hyper connus en France, enfin dans la sphère francophone surtout. J'étais là en mode, mais j'ai rien à faire là, genre moi, la petite entrepreneur, enfin par rapport à mon chiffre d'affaires, à mon nombre de clientes, à mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, genre c'est terrible en fait d'en arriver là, je trouve ça tellement triste et tellement ridicule, mais c'est vraiment les pensées que j'ai eues. Et d'autant plus quand j'ai vu, c'est organisé un peu sous forme de table ronde, quand j'ai vu les personnes qui se trouvent dans ma table ronde, je me suis dit mais je suis ridicule au milieu de ces personnes. Genre j'ai vraiment eu ces pensées, pareil, je trouve ça horrible, mais bon, c'est les pensées que j'ai eues, donc on conscientise, on les note, et qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? Moi, c'est comme ça aussi que j'aime bien réfléchir quand je remarque ce genre de choses, que je conscientise des choses pas très belles à conscientiser non plus. Donc voilà, ouais, beaucoup de comparaisons, de me rabaisser dans ma légitimité, dans mon expertise, alors qu'en soi, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. J'ai construit mon premier business à 21 ans, que j'ai tenu pendant 5 ans, qui m'a permis de vivre des trucs extraordinaires, de très bien vivre, de vivre très confortablement, de rencontrer des clientes incroyables. Et voilà, et juste parce que j'ai changé de business il y a 1 an, ben en fait, je doute de tout. Je remets tout en question. Pareil, à la fin du Challenge Queen of Sales que j'ai organisé en septembre là, 2024, j'ai pas eu un taux de conversion que j'espérais du challenge vers l'académie. Et du coup, j'ai été en mode catastrophée, en mode mais t'es qu'une pauvre merde. J'en pouvais plus aussi, j'étais fatiguée. Franchement, à cette période-là, j'étais épuisée. À me dire, j'ai même dit à Étienne, j'ai envie de tout arrêter en fait, à quoi bon de se mettre dans des états pareils, d'être épuisé pour si peu de résultats. Et en fait, je pense que ça vient aussi franchement d'un manque de gratitude de ma part, parce qu'en soi, le résultat, il est là, que je peux vivre 8 mois de l'année très confortablement à Bali, de voyager à travers le monde, de pouvoir profiter, d'organiser des retraites et tout. Enfin, je suis clairement pas à plaindre, ça j'en suis consciente, mais je pense que dans ces moments-là, j'étais grave ingrate, et j'étais vraiment dans un mindset comment on dit? Un mindset de pauvre en fait, un mindset qui n'était pas du tout dans l'abondance. Et avec le recul, je m'en rends compte et je sais que il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui vont continuer à changer, qui vont continuer à évoluer. Et je trouve ça fou parce qu'en vrai, c'est des choses que je sais, avec lesquelles j'évolue depuis des années et tout ça. Enfin, ça fait partie de mon expertise aussi. Mais de voir que même moi, enfin, c'est vraiment un peu le principe du cordonnier, et le cordonnier est le plus mal chaussé en fait. Et genre ça me fait rire, mais je trouve ça terrible. Et pareil, ben, ça fait partie d'une de mes valeurs, d'un des principes qui me tient énormément à cœur, c'est d'incarner ce que j'enseigne à mes clientes. Donc ça pareil, ça m'a permis de me réaligner, de me recentrer. Et pareil, de me faire accompagner par ma psychologue, ça m'a beaucoup aidé de déposer ça, d'avoir un retour extérieur de quelqu'un qui n'est pas impliqué non plus. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est pas des très jolies pensées que j'ai pu avoir, mais c'est des pensées que j'ai eues. Et bah écoutez, on est humain, on n'est pas parfait. Et vous voyez peut-être que vous m'idéalisez en disant ouais, elle doute jamais d'elle-même et tout. Bah si, en fait, je doute. Comme tout le monde. Comme n'importe qui sur cette planète. Et c'est hyper normal. Le 4e point, ben justement, c'est un truc que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la culpabilité de ne pas être autant disponible pour les autres. Parce que avec le travail,
parce que avec ma vie à l'étranger aussi, j'avais envie d'être vachement dans le moment présent. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, mais ça n'a pas forcément plu à tout le monde. C'est vrai que j'ai eu des remarques de témoins disponibles et du coup tu deviens un peu l'amie ou la personne de la famille qui- je sais pas, j'avais l'impression un peu qu'on se disait que je me la pétais, que je faisais passer mon business avant les autres et tout ça, sauf que le fait est que après les 5 mois en France que j'avais passé, là où ça allait vraiment pas du tout, je crois que personne n'avait réalisé pareil à quel point ça n'allait pas, parce que j'en parlais pas. Et, et en fait, voilà, pour me protéger, en fait, j'ai voulu m'éloigner un petit peu de tout et de profiter, on va dire, encore une fois, de balayer de ma vie à l'étranger. J'avais pas envie de laisser entrer n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment non plus. J'avais besoin de protéger mon énergie. Et je sais que ça a pas plu à du monde, parce que je mettais plus de temps à répondre par message, parce que j'ai pas appelé beaucoup de personnes cette année, c'est vrai, parce que j'ai été moins disponible, mais parce que j'avais plus besoin de me recentrer sur moi-même. Et je dis pas que c'est illégitime de la part de ces personnes d'avoir ce genre de pensée, je les comprends grave que ça puisse blesser, que ça puisse agacer. Euh, mais en fait, ce que ça a engendré chez moi, c'est un sentiment de culpabilité. Euh, à me dire, ben voilà, on me perçoit plus de la même manière. On parle de moi d'une manière dont j'ai pas envie qu'on me parle. Mais à la fois, c'est une réalité et je suis en train de poser mes limites. Mais à la fois, je culpabilisais. Et à la fois, je sais que je suis quelqu'un parfois qui peut être égoïste. Et quand on me le reproche par rapport à certaines choses, là où je sais que c'est juste que je suis en train de poser des limites et me respecter moi dans mon énergie, ça me dérange pas. Je sais que je suis quelqu'un d'égoïste dans le sens où je me protège beaucoup. Parce que j'ai pas une énergie qui est illimitée. Euh, mais il y a quand même eu de la culpabilité. Et ça, c'est vrai que je l'ai pas trop partagé. Mais c'est vrai qu'il y a cette culpabilité un peu, tu sais, quand t'es moins disponible pour les autres. euh, et que tu réponds pas autant aux appels, que tu réponds pas autant aux messages. Bah, tu te sens coupable en fait. Et tu t'en veux un peu. Et ça m'a fait chier cette année. Bien que je sais que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, bah, ça a quand même pas été compliqué. Quand même pas été facile. Le dernier point que je me suis noté, et j'ai grave hésité à vous en parler, mais je crois que si le meilleur endroit pour en parler, c'est le podcast, parce que c'est le plus facile pour moi de m'exprimer, je trouve. Et j'ai l'impression que les gens, enfin si vous arrivez à 30 minutes d'écoute de ce podcast, c'est parce que vous aimez être là, que vous aimez m'entendre et que vous, je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même famille. Du coup, je suis un peu plus à l'aise à l'idée de vous partager ça, mais ça a été le parcours par rapport à l'infertilité. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on essaie de concevoir un enfant avec Étienne. Et en début d'année, on a commencé un processus d'analyse, fin d'examen dans une clinique de fertilité pour voir qu'est-ce qui clochait et tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis sentie vachement seule dans ce parcours. Forcément, j'avais beaucoup de questionnements, beaucoup de peur et tout ça. Du coup, ça a impacté aussi vachement ma santé mentale. Je trouve que quand on rentre dans ce parcours-là, que ce soit de PMA, d'analyse et tout ça, on n'est pas du tout accompagné sur le plan psychologique. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper dur. Parce que t'es confronté un peu à toi-même. Il n'y a personne qui t'explique trop quoi que ce soit. Et en fait, je suis hyper contente d'avoir commencé ma thérapie justement parce que je vais chercher ce besoin d'accompagnement psychologique autour de cette problématique qu'on a en ce moment auprès de quelqu'un. Mais quand tu rentres dans ce parcours-là, il n'y a personne qui va venir t'accompagner psychologiquement et ça a été vraiment très dur. Dur aussi parce que j'ai pas voulu en parler non plus à trop de personnes de mon entourage parce que j'ai pas envie que les autres me mettent leur peur ou me questionnent et me posent des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Mais aussi, je me suis sentie vachement seule parce que quand je me suis ouverte même à des personnes proches de mon entourage, les réactions euh, m'ont un peu dégoûtée et m'ont fait grave du mal.
Donc par exemple, quand je m'ouvrais par rapport à, voilà, à la situation dans laquelle on est, par rapport à la fertilité, au désir de concevoir un enfant, aux difficultés que l'on a, au parcours qu'on a entamé avec une docteure qui nous suit et tout ça, ben en fait, c'est les remarques qu'on te fait, c'est ouais, mais c'est parce que t'y penses trop. Si t'y penses un peu moins, ça va se passer, tu vas voir. Ou alors, on m'a même sorti, ouais, mais si ça arrive pas, c'est juste que c'est pas le bon moment pour vous. Euh, on m'a aussi dit, c'est parce que t'es stressé, il faut que tu te détendes. Alors ça, je sais qu'il y a un côté qui est plutôt vrai par rapport au stress et à l'oxydation dans le corps et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qu'on m'a dit. Euh, Pareil, ou alors même des gens qui savaient rien de notre parcours, mais des gens de mon entourage qui viennent, tu sais, poser leurs mains sur ton ventre et te dire alors il n'y a pas des petits pieds qui poussent dans ce ventre, et là j'ai juste envie de mettre une tarte dans la gueule de la personne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'univers sent que t'es pas prête, ce genre de choses. Enfin, franchement, je trouve ça hyper brutal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Et pourtant, ça vient vraiment de gens proches de moi. Ou alors, on m'a même dit, ouais, mais par rapport à la situation dans laquelle t'es en ce moment, ce serait hyper égoïste de faire un enfant maintenant. Je trouve ça hyper brutal et j'aurais jamais pensé qu'on me ferait des remarques comme ça, mais en fait, les remarques, elles ont été faites alors qu'en fait, les gens n'ont aucune idée de ce que je traverse, de ce qu'on traverse avec Étienne depuis plus de 2 ans. Mais les gens se sentent quand même confortables à l'idée de te sortir ce genre de réflexion en mode non mais c'est juste que t'es pas prête, non mais c'est juste que c'est pas le bon moment pour vous. Je trouve ça hyper brutal parce que t'es pas dans la vie des autres, tu sais pas. Et je trouve qu'il y a vraiment un manque de tact, je sais pas. Et puis à côté de ça, il y a eu aussi il y a eu pas mal de peur autour de ma légitimité, pareil en fait, à devenir mère. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on nous met encore une fois aux femmes beaucoup de pression. En tout cas, moi, j'ai beaucoup évolué avec des gens comme ça, dans mon entourage. Et je pense quand j'étais aussi dans le milieu de la spiritualité, là où en fait, on va te dire, oui, mais tu sais, devenir mère, c'est quelque chose de vraiment sacré. Et ça, je suis 100% d'accord. Mais en mode, c'est quelque chose de 100% sacré, il faut être prête pour le devenir, il faut avoir guéri de toutes tes blessures, il faut avoir renoué une relation hyper fusionnelle avec ta mère, il faut être dans un bon... En fait, il faut toujours plus. Il faut toujours plus, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut avoir guéri de ci, il faut avoir guéri de ça, il faut être devenu ci, il faut être devenu ça, il faut avoir amélioré ci, il faut avoir amélioré ça. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression de pas être assez pour devenir une bonne mère, de pas être légitime à devenir une mère parce que j'ai pas une relation qui est hyper fusionnelle avec ma mère, parce qu'il y a encore des choses dans ma vie qu'il faut que je guérisse. Sauf qu'en fait, c'est ce discours hyper moralisateur en mode oui, mais tu sais, amener un enfant dans cette vie, et ça, je suis 100% d'accord que amener dans un enfant dans ce monde, ça a une certaine responsabilité. Il s'agit pas de faire n'importe quoi. Enfin. Je suis d'accord avec une partie de ce discours, mais par contre, je suis pas d'accord avec la pression, encore une fois, qu'on met sur les femmes à devenir la personne parfaite qui a tout guéri pour être légitime à devenir mère, à devenir une bonne mère. En mode, non mais c'est pas le bon moment pour toi, c'est pas le bon moment parce que t'as pas encore guéri certaines choses à l'intérieur de toi. Je trouve ça hyper brutal en fait. Je trouve que ça manque beaucoup d'empathie, que les gens projettent beaucoup aussi sur les autres, sur cette thématique. Et... Et ça m'a agacée en fait parce que cette année j'ai cru, je me suis pas rebellée entre guillemets quand on me faisait ce genre de réflexion, j'acquiesçais, je me rabaissais un peu, je doutais en effet, je me disais bah oui peut-être que je dois être plus comme ci, peut-être que je suis pas assez truc machin. Et en fait ça m'a fait douter de moi, de ma légitimité à devenir mère, est-ce que c'est le bon timing en effet, est-ce qu'on est prêt, est-ce que... Alors qu'en fait je pense que personne n'est jamais prêt à devenir parent à 100%. Et ouais, c'est des remarques qu'on m'a fait cette année. Et alors en plus de tout l'aspect psychologique, c'est quand même hyper... c'est quand même assez inconfortable d'être dans cette position-là. C'est assez challengeant. Ça a vraiment ses hauts, ses bas. Ça vient impacter ton mental aussi. Pareil,
J'attends de faire des tests pour voir par rapport à l'endométriose. Donc, pareil, tu te poses des questions. Il y a des gens qui vont un peu essayer de te diagnostiquer, de te dire mais non, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais en fait, je t'ai rien demandé. Et les gens sont pas vraiment dans l'écoute. Et donc ça, c'est quelque chose qui est venu déjà se rajouter à tous les questionnements, les peurs, les doutes par rapport à l'infertilité et par rapport à notre difficulté à concevoir avec Étienne. Et en fait, ça m'a un peu achevée en 2024. Et ça, je sais que j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a même des gens de mon entourage proche de ma famille qui sont pas du tout au courant. Je sais qu'ils n'écouteront pas cet épisode de podcast, donc écoutez, ça reste entre vous et moi. Mais je sais pas, j'avais trop besoin de le partager. J'avais trop besoin de le partager parce que quelque part, j'en ai pas parlé, mais ça a été une année compliquée par rapport à ça, par rapport à des questionnements, beaucoup d'émotions. Je pensais que j'allais pleurer même en vous partageant ça et je suis plutôt surprise qu'il n'y ait pas d'émotions qui sortent alors que c'est un sujet qui est assez sensible et pas toujours simple à naviguer. Donc voilà une chose de plus que je ne vous ai pas partagée en 2024, mais qui a été compliquée à naviguer, autant dans le perso que dans le pro. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais noté. J'ai pas envie que cet épisode dure non plus 1 heure. Mais ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode de podcast, c'est que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez en ligne, c'est ce qu'on veut vous montrer. Que les gens sont des êtres humains, que les gens doutent, que personne n'est parfait, que personne n'a la vie parfaite. Et que en fait, ça sert à rien de se comparer à des gens en ligne, ça sert à rien de se rabaisser quand on voit quelqu'un et de se dire ah mais moi je suis moins que cette personne, truc machin. On est tous humains, il y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre, ni vous, ni moi, ni le pape, ni personne. Et je pense qu'il est grand temps, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'il est grand temps qu'on se foute la paix, que vous foutiez la paix, qu'on se lâche la grappe et qu'on montre un peu plus de vrai sur les réseaux sociaux, parce que moi c'est ça qui m'inspire. C'est ça qui donne envie de tisser du lien aussi, quand la personne en face de nous, elle est humaine, qu'elle est authentique, qu'elle est vraie. Ça veut pas dire de tout partager non plus sur les réseaux sociaux, parce qu'on va pas non plus étaler notre vie. Mais je pense que du mieux que l'on peut, de se montrer un peu plus vulnérable et un peu plus authentique, je pense que ça apaiserait beaucoup de choses dans le monde, dans la vie des gens, et que ça nous rendrait beaucoup plus inspirants que ces facettes de nous-mêmes que l'on montre uniquement quand tout va bien, que tout est parfait, qu'il y a la réussite et tout ça. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me partager ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast, à me partager vous aussi peut-être si vous êtes confortable à l'idée de le faire, les choses que vous n'avez pas partagées en 2024. Et écoutez, je vous souhaite que du bonheur pour 2025, un beau cheminement pour cette nouvelle année et merci de m'avoir écouté en 2024, on se retrouve en 2025. Ciao.